j'ai pas arrêté de voir les agriculteurs s'adapter. Aucun autre secteur ne s'est autant adapté. Et aucun autre secteur n'a été autant insulté. Moi, ce qui me frappe depuis que je me passionne pour l'agriculture, donc ma formation, c'était prof d'économie de matières premières. Et il se trouve qu'en même temps, j'ai été éditeur et j'ai édité un livre d'Edgar Pisani. Edgar Pisani, il m'a expliqué un peu ce que c'était que l'agriculture. Alors, les jeunes ne savent pas, mais pour beaucoup d'entre nous, c'était le ministre de l'Agriculture. Regardez cette question, parce qu'il fallait évidemment nourrir l'Europe. Le ministre de la Révolution silencieuse. Et de la Révolution silencieuse, et de voir un peu ce qu'on pouvait faire. Donc, je connais bien. Et ce qui me frappe, depuis tout ce temps-là, c'est-à-dire la fin des années 70, j'ai pas arrêté de voir les agriculteurs s'adapter. Aucun autre secteur ne s'est autant adapté. Et aucun autre secteur n'a été autant insulté. Et c'est insupportable. Insupportable. Donc à chaque fois, parce que depuis ce moment-là, j'étais à mon tout petit niveau à leur côté pour leur dire, attendez, qui vous nourrit? Et c'est encore la même chose. Et en discutant avec le ministre, je racontais encore que vraiment, cette histoire des baguettes à 29 centimes, ça m'a paru le sommet du mépris. Du mépris. Et que les agriculteurs, ils peuvent faire tout ce qu'ils font, et ils le font, mais il faut bien se dire aussi que les consommateurs ont leur rôle. Parce que tout ce qui a de la valeur doit avoir un prix, et que diminuer dans les budgets de 30% à 11% la valeur de l'alimentation, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc on peut voir la qualité, mais en même temps on n'est pas prêt à payer le prix. Donc ces questions-là, il faut aussi mettre les consommateurs devant leurs responsabilités. Donc qu'on mette de la science, mais évidemment que oui. Tous ces reportages de photos où on célèbre l'agriculture d'avant, avec des mecs de 85 ans avec une dent, bac -18, avec les femmes qui n'avaient aucun statut, en disant que c'était tellement mieux avant, c'est insupportable de dire ça. Et donc quand j'arrive ici et que je vois la ferme digitale, avec tous ces gens, la plupart du temps jeunes, qui apportent des solutions et qui unit toutes les techniques les plus pointues. Donc il se trouve qu'en tant que membre de l'Institut, je m'intéresse à la forêt de Chantilly, parce qu'on est propriétaire de la forêt de Chantilly, qui est en train de mourir. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec les vignes? Je suis membre du bureau de l'Académie du vin de France. Et alors, vous avez l'augmentation des températures, vous faites quoi? Vous irriguez ou non? Vous changez de cépage ou non? Parce que, évidemment, on ne peut pas avoir du vin de table à 17-18 degrés, alors on fait quoi? Etc. Donc, et tous ces gens, ils sont là. Avec la météo très très fine, exactement ce que vous disiez. Donc, l'agriculture, c'est ça qui est formidable. C'est pour ça que j'aime tant l'agriculture. Ça plonge dans les plus grandes traditions, et c'est sans doute le secteur qui allie, justement pour répondre à ta question, le vivant et la technique. Et que si on n'allie pas la technique au vivant, c'est quoi la médecine? C'est quoi la médecine? C'est quoi les ARN qu'on a trouvés là? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça. Et de quoi il s'agit? Du vivant. Donc le vivant, pour continuer avec les périls, mais c'est ça, cet alliage exceptionnel que nous avons, toujours plus de menaces et toujours plus de solutions. Si vous voulez rester au pays des menaces, libre à vous, c'est pas mon choix. Alors, le consommateur, effectivement, il peut acheter la baguette à 29 centimes, mais moi, je ne lui jetterai pas la pierre pour plusieurs raisons.
Le fait qu'il y ait aujourd'hui 12 à 13% de ces dépenses qui aillent à l'alimentation, ce n'est pas uniquement un choix, c'est aussi lié, et là Éric Orsena a été prof d'économie, il le sait très bien, à l'évolution du niveau de vie. On le sait très bien que plus les pays s'enrichissent et plus la part de l'alimentation dans les dépenses de consommation sont faibles. C'est une loi. Bon. En revanche, effectivement, aujourd'hui, le consommateur se retrouve dans une situation où il y a à peu près un tiers de son revenu qui est lié à des dépenses dites contraintes. Logement, assurance. Le problème, c'est que dans ces dépenses contraintes, aujourd'hui, il y a Netflix ou d'autres phénomènes. Et donc, ce qu'on peut reprocher au consommateur, ce n'est pas nécessairement de dépenser moins en pourcentage de son revenu sur l'alimentation, c'est d'arbitrer, lorsqu'il doit arbitrer entre des dépenses de loisirs technologiques et l'alimentation. Et effectivement, soyons clairs, soyons pragmatiques et soyons un petit peu trash. Si on donne un chèque alimentaire de 100 € à tous les Français, certains vont acheter un écran plat. Bon, donc on peut effectivement montrer du doigt du consommateur à la marge, mais pas les 12-13%. Pour moi, c'est pas un argument, c'est pas un choix. C'est juste lié à l'évolution de la société. Alors l'autre aspect, le citoyen cette fois, par rapport à l'alimentation et tout ce qui a trait donc de près ou de loin à cette notion d'agribashing qui a émergé, vous l'avez dit, il y a 4-5 ans. Il faut bien faire la part entre les associations, les collectifs, celles et ceux qui véhiculent ce message dans l'espace médiatique, principalement, on va citer, hein, Radio France, France Télé, Le Monde, l'Obs, etc., etc. Pas tous les médias. Et en l'occurrence, il ne faut pas les confondre leur perception, qui est une perception souvent biaisée, à charge, avec la perception de l'ensemble des consommateurs. Parce que l'ensemble des consommateurs, soit sont dans une indifférence bienveillante par rapport aux agriculteurs. Toutes les enquêtes montrent qu'il y a une confiance au beau fixe en faveur des agriculteurs de l'ordre de 70-75%, de façon continue. Hein. Il y a une enquête de l'IFOP bien connue qui montre qu'en moyenne, entre 1999 et aujourd'hui, 74% des Français font confiance aux agriculteurs et ça a tendance à augmenter ces dernières années. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un acquis, un acquis fondamental, pour les agriculteurs qui doit servir de levier pour leur communication. Donc, pas confondre la baisse de la part du revenu en faveur de l'alimentation avec un dédain par rapport aux dépenses alimentaires, même si on a mis dans la tête du consommateur le fait que la nourriture, c'était abondant, c'était sûr que vous allez avoir de la nourriture dans vos rayons, dans les rayons des supermarchés, et que ça ne valait rien. C'est ça le problème. C'est le problème de la valeur, plus que le choix fait par les consommateurs. Et l'autre aspect, c'est ne pas confondre, en gros, ce que pense la société civile de l'agriculture, qui peut être à charge, et de ce que pense le consommateur, le citoyen en général. Et lui, et je terminerai par ça, a des interrogations. Quelquefois, il a des inquiétudes. Il se dit, si je mange trop de viande rouge, est-ce que je vais avoir un cancer? Si il y a des résidus de pesticides, est-ce que je vais avoir un cancer, pour aller vite? Et c'est là que les agriculteurs et d'autres parties prenantes doivent expliquer concrètement ce qu'ils font, montrer c'est ce que fait Agri Demain, montrer le vrai visage de l'agriculture d'aujourd'hui, montrer l'apport de la science, des technologies, y compris au service d'une agriculture plus vertueuse, plus durable. Et la plupart du temps, quand il y a des fermes ouvertes, quand il y a des rencontres sur les magasins, dans les magasins de producteurs, dans l'agritourisme ou autre, ça se passe bien. Une fois qu'on passe le petit préjugé réciproque, hein, d'ailleurs, hein, les agriculteurs ont aussi des préjugés à l'encontre de la société, ça se passe bien la plupart du temps. Donc, ne pas confondre ce qui se passe dans certaines émissions de télé et ce qui se passe dans la rue, et on le voit bien ici, dans les allées, on ne parle pas d'agribashing, dans les allées du salon d'agriculture, il y a beaucoup de monde. Mais en dehors du prix, il y a un autre point qui correspond à une évolution que je trouve terrible de notre société. Ce n'est pas la question de temps, d'argent, c'est la question de temps. De temps passé à l'agriculture, et c'est-à-dire aux produits de l'agriculture, c'est-à-dire à l'alimentation. Quand je vois ce que ma mère, virgule, qui travaillait, virgule,
Et d'ailleurs, mon père, parce qu'on était lyonnais et tout ça, donc ça comptait, passait du temps à préparer et du temps à table. Pour moi, cette table ici, et on le montre là, c'est un espace d'hôte, c'est joli hôte. C'est un lieu d'apprentissage du vivre ensemble. On commence d'échanges, de respect. Et respect, tu manges pas la bouche pleine, tu parles pas la bouche pleine, tu reviens comme ça, etc., etc., où ça vaut mieux. Et donc, toutes ces questions. Donc, cette question-là, c'est des questions de temps. Et on est dans une société où toujours plus vite. Pourquoi? Pour passer plus de temps en passif devant les écrans. Donc, c'est ça cette question. Donc, moi j'attaquerai, et vous avez absolument, et je vais modifier mon langage sur ce point, c'est moins une question d'argent qu'une question de temps. Mais une question du temps, c'est ça. Parce que c'est d'abord une question du temps et une question du virtuel par rapport au réel. Je vais vous donner un autre exemple qui est un peu dans la même ligne. C'est que les statistiques des pratiques culturelles montrent qu'on fait de moins en moins de musique soi-même, de moins en moins de théâtre, et qu'on consomme. Pourquoi je défends la lecture? Parce que la lecture est une co-construction. On voit tous le même film. Chacun de nous lit un livre différent. Parce qu'on apporte son imaginaire. Donc on arrive à une société, non pas de connexion, mais de solitude juxtaposée.